notre magnifique pays a l'honneur de recevoir la 21e des conférences du monde sur le climat. Les 20 premières ont toutes échoué, ou à peu près. C'est vous dire si le président Hollande a eu du courage. Et déjà, autant commencer à vous le dire tout de suite, j'avais profondément désapprouvé l'idée si dangereuse qui consistait à inviter le monde entier à se réunir à Paris pour essayer de trouver quelque chose. Mais vous verrez, le problème n'est tout de même pas tout à fait sans espoir. Tout espoir exige qu'on lui donne du temps. Donc on sorte des rythmes de la quotidienneté et de la médiatisation, et qu'on entre dans ceux de l'intelligence lente. Mais vous les connaissez bien. L'entretien dont je sors avec le bureau de la Chambre d'agriculture ne m'a pas laissé de doute, de la Chambre du Conseil du Crédit Agricole ne m'a pas laissé de doute sur la conscience pointue, précise et la lucidité sur les projets d'avenir qui se présentent. Je vais essayer de vous dire si on peut espérer qu'il en soit ainsi à la face du monde. Alors, la transition énergétique et plus simplement l'effet de serre. 3 questions. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça se présente dans le monde? Comment est-ce que ça se présente en France? Qu'est-ce que c'est? L'humanité doit prendre conscience de 2 phénomènes complètement distincts, étrangers l'un à l'autre, mais qui se cumulent. La transition énergétique qui en résulte est une nécessité. Premier phénomène, les ressources en énergie sur lesquelles nous vivons, que nous utilisons beaucoup depuis au moins 2 siècles, sinon un peu davantage, sont d'origine fossile, elles sont devenues et resteront rares, et de ce fait plus chères qu'elles n'ont longtemps été. Or, ces énergies fossiles en l'an 2014, elles représentent toujours 81,7% de la production énergétique de l'humanité, totale. Vous êtes, vous, ici à La Réunion, en pleine meilleure, puisque chez vous, c'est 67%. Vous vous débrouillez avec le reste. C'est déjà pas mal. Un petit record local, bravo. Enfin, je vois que ça suit, bien entendu, et l'ensemble est le micro. Le deuxième phénomène, indépendamment du caractère limité, fini des ressources d'énergie fossile, c'est l'effet de serre. Je vous décrirai tout de même en quelques mots comment on l'a découvert. En tout cas, ici en introduction, je suis obligé de dire que les rapports quinquennaux, s'il vous plaît, que fait le groupe international d'études sur le climat, sont de plus en plus alarmants, de rapport à rapport, et il est essentiel d'augmenter la part de ressources qui ne produisent pas de gaz à effet de serre et dont seulement le remplacement massif du gaz à effet de serre dans l'atmosphère que nous respirons nous permettra peut-être d'empêcher que notre planète devienne lentement mais sûrement une poêle à frire où la vie finirait par n'être plus possible. C'est une affaire de siècle, c'est pas une affaire de millénaire. On y est. Voilà ce qu'il fallait savoir. J'en ai fini de ma brève introduction. Le pénible commence après. La transition énergétique dans le monde. Commençons d'abord par regarder d'un peu plus près ces mystérieuses énergies fossiles qui semblent, enfin, pas semblent, d'autres on sait maintenant qu'elles sont à l'origine du drame, alors qu'elles furent à l'origine de notre prospérité et du formidable développement de civilisation que nous connaissons par grosse consommation énergétique depuis maintenant à peu près 2 siècles. On a commencé à utiliser du charbon, puis du pétrole, puis du gaz, qu'à partir des inventions successives de la machine à vapeur d'abord, et puis ensuite d'une goupille juridique qui permettait de mobiliser beaucoup d'épargnants autour d'un même projet qui s'appelle la société anonyme. Jusque-là, et depuis 4000 ans, les hommes échangeaient beaucoup entre eux, ils appelaient ça le marché, ces échanges étaient individuels, un par un. Les marchés tombaient bien. Depuis que des machines
à commencer par la vapeur, à continuer par l'électricité, ont permis de faire travailler beaucoup d'hommes et de femmes ensemble sur une même source d'énergie. Et en même temps, une invention sarcastique, juridico-financière, la société anonyme, permet de regrouper des épargnants autour d'un même projet. Le capitalisme est arrivé, le marché, je veux dire, est arrivé à l'époque des grandes unités. On l'a débaptisé, on l'a appelé capitaliste, c'était normal. Mais l'époque des grandes unités lui a apporté aussi le déséquilibre et l'instabilité. Et il y a des crises tous les 10 ans, et on n'est jamais sorti. Voilà ce qui s'est passé. En tout cas, ce capitalisme de grandes unités s'est avéré d'une fabuleuse puissance. Peut-être un détail, nous savons aujourd'hui que nous vivons, que plutôt nos concitoyens au moment de la dernière guerre mondiale vivaient de l'ordre de 3 à 4 fois mieux que nos concitoyens du début du siècle, qui eux vivaient à peine mieux que les sujets du roi Louis XIV, lesquels au fond ne vivaient pas sensiblement mieux que les citoyens aisés de l'Empire romain. Tout venait de l'agriculture, le traitement à la main, le soin de l'agriculture, les pots, les eaux, on peut utiliser à d'autres usages alimentaires, des transports à la force humaine ou animale, ça dure des millénaires. Nous vivons maintenant, et nous le savons, 140 à 150 fois mieux que nos arrière-grands-parents. Y compris vous, hein, c'est tout le monde développé, disons. Les calculs sont de Jean Fourastier. Les talons étaient le kilo de blé. Le blé est un produit tellement vital qu'on sait depuis les pharaons de la Haute-Égypte combien il coûtait. Il n'y a pas de discontinuité dans la statistique, c'est rigolo. Donc on a un chiffre. Le capitalisme, c'est un socialiste qui vous le dit, est un miracle. Un système politiquement extraordinaire. Simplement, il n'est pas stable. Et dangereusement pas stable. Et il n'a pris ce développement foudroyant qu'à cause de l'énorme consommation énergétique. 2014, nous avons consommé dans l'année 4142 milliards de tonnes d'équivalent pétrole, ce qui fait 7500 milliards de tonnes de pétrole, soit 31,6% du total. Charbon, 3007, presque autant, 30% du total. Gaz, 24% du total. Le nucléaire qui fait si peur, 669, 5,1% du total. L'hydraulique, qui nous rassure tellement, parce qu'au moins, tranquille, pénard, sans problème à la clé, mais 2,3% du total. Et tout ce qui tourne autour, les renouvelables de toute nature, 10%. Voilà ce que nous consommons. Ce qui veut dire que il nous reste de ces grandes ressources aussi, en charbon, en pétrole et en gaz, d'après les dernières évaluations, 110 ans de charbon. C'est pas éternel, 110 ans. Avec la natalité d'aujourd'hui, quelques-uns de vos petits-enfants à un constat à joie. Il ne vaut mieux pas organiser des ordres généraux sur la planète, sur leur chance, ils sont là, ça vient. 110 ans de charbon, 53 ans de pétrole, c'est pire, c'est court. 58 ans de gaz. Voilà les réserves. C'est au point que des chercheurs avaient essayé de construire une doctrine autour de l'évolution de la quantité de pétrole. Ça s'appelait la doctrine du pic pétrolier. Ça prenait la figure d'une courbe en cloche. Les spécialistes matheux appellent ça courbe de Gauss. Et ça voulait dire qu'on creuse, on trouve un produit de pétrole de manière rapidement croissante jusqu'à un sommet, qu'après le sommet, la courbe se retourne, et on sait qu'il ne sera plus physiquement possible de retrouver des quantités. Nous ferons face à une production nécessairement, inévitablement, fatalement croissante. L'Agence internationale de l'énergie avait calculé que ce pic pétrolier devait survenir en 2006.
Il y a eu un peu de désordre dans les calculs. Vous avez lu ça. Aux États-Unis, on a trouvé de nouvelles manières d'exploiter gaz ou pétrole, ciblées dans des roches de schiste. Ça a flanqué un peu dans les raisonnements et fait gagner peut-être une dizaine d'années. On n'est pas sûr du tout que ça en fait gagner beaucoup plus. Nous vivons la période où beaucoup d'experts se demandent si ce n'était pas une fausse bonne idée et si les perspectives sont aussi fortes que ce qu'on croyait. Je n'en sais rien. Moi, je suis un politicien, comme vous savez, c'est-à-dire que je ne suis expert en rien et je travaille dans l'information superficielle et trop rapide. J'essaie simplement de vous la collecter sans honte dans son apport. Toujours est-il que nous sommes toujours sous l'impression que le pic pétrolier arrive et tout le monde l'attend pour la tranche de l'année 2015 à 2020. Donc on y est à peu près. Donc nous avons la certitude devant nous de voir les volumes de richesses pétrolières disponibles dans le monde entier, diminuer irrépressiblement. Regardons un tout petit peu ce qui s'est passé sur le plan de leur prix. Le charbon a une aventure assez étonnante. Sur 200 ans, son prix n'est pas très loin d'être stable. Il est entre 30 et 60 dollars sur 2 siècles, à la tonne bien sûr. Il y a eu une crise à l'aspect énergétique en 2005-2011, ça l'a fait monter à 150 dollars la tonne. Il est redescendu un peu. Rien de très secoué. Le charbon est ultra polluant, le plus sale, le plus dangereux, mais il est paisible et n'en veut pas trop à l'humanité par les secousses dans lesquelles il la met. Le pétrole, de l'origine de 1973, on l'a volé, puisqu'on le payait moins de 2 dollars le baril, sans reconnaissance de droit de propriété au pays qu'il possédait, en le piquant purement et simplement. Ils sont fâchés. Et il y a eu en 1973 ce choc pétrolier dont vous avez tous entendu parler. Attention, les diagnostics que nous pouvons avoir sur la crise économique et financière générale où nous sommes remontent à avant. L'année où le plein emploi disparaît en France et où on attaque la montée du chômage relatif, c'est 72. C'est avant. Le choc pétrolier n'a naturellement rien arrangé, il n'y est pour rien. Quant au drame qui a mis le monde dans un désordre financier, donc il a du peine à sortir, le rapporteur n'est pas ce soir, c'est la décision du président Nixon de couper le lien fixe entre le dollar et l'or en 1971. Laisser le pétrole tranquille, il n'y est pour rien. Simplement, ils avaient vocation à se venger. D'ailleurs, nous sommes habiles et dégourdis, nous autres, dans le capitalisme. On avait, par assez d'inflation, réussi à résorber l'affaire en moins de 5 ou 8 ans. Quand même, ils sont refâchés. Il y a eu un deuxième chèque pétrolier en 1978, et depuis ça, nous payons le pétrole 4 fois ce qu'on avait payé pendant toute l'histoire, fin 19e et tout le 20e siècle, de notre immense capitalisme. Maintenant, nous savons que nous sommes face à une situation plus grave et plus tendue. Il est arrivé au pétrole de monter jusqu'à 180-200 dollars le baril. Il est en baisse légère actuellement, ce qui fait respirer bien des gens. On n'est pas sûr que ça puisse continuer. Les données techniques sont incertaines. L'affaire de schiste n'est pas faite. Et nous attendons, les experts attendent, une stabilisation vers 70, enfin ils observent plutôt, une stabilisation entre 70 et 80 dollars le baril de pétrole depuis 2010. On le payait 2 dollars pendant toute l'ascension de ce prodigieux système économique qui nous a fait ce que nous sommes. N'oubliez pas ces chiffres, ils sont tout de même très impressionnants, et évidemment, nous aurons toujours le cafard tant que nous n'aurons pas retrouvé les moyens financiers prodigieux de nous alimenter en énergie comme on l'a fait pendant un siècle et demi. Pour arriver où nous en sommes, mais c'est fini. Alors, c'est dans cette situation qu'il faut d'abord regarder les perspectives pour 2050. L'accroissement de la population mondiale d'ici 2050 sera encore d'au moins 2, si on a 3 milliards d'habitants, nous sommes 7 tout juste. Comment vont-ils manger? Comment vont-ils se déplacer, se chauffer? Les
efforts de production de richesse pour combler le retard chez les pays émergents, vont avoir pour résultat que leurs produits bruts, Chine, Inde, Brésil, Russie, si elle arrive à rattraper. La Russie a des handicaps historiques au fond. En tout cas, tous ces pays ont une vocation à chercher à augmenter par année la volume de richesse qu'ils produisent d'entre 8 et 10%. Terrifiante annonce de consommation d'énergie. Terrifiante confirmation de ce qu'on aura passé 3 ou 4 degrés d'ici la fin du siècle, avec ce que ça peut entraîner. Cela veut dire que la variation de la demande de production d'énergie de maintenant à la fin du siècle sera de l'ordre de 1,7% par an. Loin de se calmer, il faudrait qu'elle se calme pour l'effet de serre, elle va augmenter. Nous ne savons pas comment faire. Ça veut dire doublement de la production mondiale en 2040 ou 2050, 20 milliards de tonnes d'équivalent pétrole vers 2050. Et puis, voilà que dans cette situation-là, une autre occurrence apparaît. Ce fameux effet de serre. Personne n'avait jamais entendu parler de ça, et on vivait tranquille depuis la Grèce antique jusqu'à, disons, la moitié du XXe siècle. C'est chez nous un immense savant qui s'appelle Jean Fourier, l'un des savants d'expédition d'Égypte, l'un des descripteurs de l'Égypte dans l'inoubliable rapport Bonaparte, qui, quelques 7 ou 8 ans après, a imaginé que quelque chose de climatologiquement spécifique et essentiel se passait sur la Terre. On a maintenant le chiffre de confirmation. La température quotidienne à la surface de Vénus dépasse 100 degrés. La vie est impossible. La température quotidienne à la surface de Mars est en dessous de 60 ou moins 60 ou 80 degrés. Impossible d'y vivre. Depuis qu'on sait qu'on l'observe, la Terre, hiver comme hiver, l'équateur comme pôle, nuit comme jour, se tient à une moyenne de 15 degrés. Et Fourier a compris que c'est parce que si nous recevons de la chaleur du solaire, si naturellement, comme tout corps qui reçoit des ondes, il les renvoie, la Terre renvoie sa chaleur du soleil, mais il y a dans l'atmosphère, autour de nous, des substances qui en bloquent une partie, qui les gardent là. Grâce à quoi la vie est possible et nous sommes tranquilles sur Terre. Ça a été une longue affaire. Tout le monde n'a pas donné accord à Joseph Fourier tout de suite. C'est un Suédois ou Danois, je ne sais plus, qui s'appelait Arrhenius en 1896, qui établit la certitude sur le fait que les choses se passent comme ça, qu'il y a cette espèce de mystère d'effet de serre. C'est jusqu'à la fin de la dernière guerre mondiale, à Hawaï en 1944, qu'une équipe, notamment un Australien, commence à faire des comptes et découvre que parmi les gaz à effet de serre, le plus grand coupable est le gaz carbonique. Et tout le monde se dispute. Il y a un petit moment anthropologiquement rigolo. Moi, je demande des idées, je suis un braconnier. Je suis un combattant politique et je me sers d'idées comme des lance-flammes dès qu'on en trouve. Mais je n'ai pas fait métier d'aller les approfondir et de m'ennuyer dans les grandes bibliothèques. Donc, comme spectateur, j'étais bien placé. Le savoir est un immense respect de l'humanité. Et depuis la Grèce antique, il y a des branches du savoir, la philosophie, les mathématiques, l'éloquence, la rhétorique, la médecine, reconnues comme telles, qui ont leur mandarin solennel. Et tout ce qui touchait la Terre relevait de la géologie. Il y a donc les savants qui s'occupent de géologie. Mais quand il nous arrive sur le dos cette innovation, l'effet de serre n'est pas stable, il y a du danger. Ce ne sont pas de grands savants qui s'en occupent. Des espèces de prophètes, souvent chauves, beaucoup barbus, on les appelle les écolos, rarement mandarinalisés, rarement titulaires des diplômes authentifiés à savoir, un formidable bagarre professionnelle
chez les savants du savoir de la Terre, climat compris, les géologues, qui n'aiment pas ces apporteurs d'informations partielles, polémiques, mal mesurées, non vérifiées. Et bref, mon vieux copain Claude Allègre est complice dans cette malheureuse bagarre, mais c'est pas le seul, c'est mondial. Un certain nombre de très hautes autorités scientifiques entreprennent de dénoncer que c'est pas vrai, que les réchauffements sont réguliers, ils le sont d'ailleurs à peu près, et qu'on peut vivre tranquille à condition de passer un moment difficile de quelques milliers d'années, et que tout ça va revenir au 22e ou 23e millénaire. Il semble bien que non. Et alors, information qui va vous intéresser, parce que c'est là est rare aussi. La paix dans cette jungle du savoir disputé a été établie par l'ONU. Vous êtes nombreux à vous demander à quoi elle sert. Il y a parfois qu'on doit payer de l'argent à faire marcher des trucs aussi immenses. Et bien ça sert beaucoup l'ONU. C'est en 1996 qu'un secrétaire général, grand monsieur, Pérez de Cuéllar, péruvien, réussit à donner ordre à deux des agences sous ses ordres, la plus grande, pachydermique, millénaire, inerte, enfin millénaire, pas tout à fait centenaire, plus de centenaire, créée bien avant lui, l'Organisation météorologique mondiale, qui se mêle avec le petit nouveau, nerveux, excité programme des Nations Unies pour l'environnement, pour ensemble doivent produire le groupe international d'études sur le climat, le GIEC. C'est un machin à l'international. On ne peut pas écrire sur le plan international quelque chose de sérieux si on n'a pas fait tout ce qu'il faut pour chercher l'accord de toutes les nations membres de la planète. Le GIEC comporte des milliers de chercheurs, sélectionnés dans les 120 pays où le niveau de recherche scientifique a une chance. Deuxièmement, on ne se prononcera qu'à la validation unanimitaire, donc il faut du temps, beaucoup de temps. Le GIEC produit un rapport tous les 5 ans. Nous attendons le 6e pour dans 2 ans et demi, je crois maintenant. Le 5e, mais pas si vieux. Mais, le GIEC, au fur et à mesure qu'il produit des rapports, élargit l'accord de ses membres entre eux sur la dangerosité de la situation et sur le diagnostic. Et le diagnostic se résume tout simplement au fait que si tout continue sans que rien ne change, il est à peu près immanquable que d'ici la fin du présent siècle, la température de la Terre est augmentée de 2 degrés centigrades. On n'a jamais vu ça depuis l'origine de la planète, en milliards d'années. On sait que nos équilibres sont fragiles. Et que, dans cette logique-là, le niveau des eaux des océans aura augmenté d'1 bon mètre, sinon un peu plus. Le GIEC accompagne ces travaux de scénarios, 4 ou 5, de dangerosité, selon ce que nous sommes capables de faire. Alors d'accord, je parle à un endroit béni des dieux, la petite voûte paradis terrestre qui s'appelle la Réunion, vous êtes un volcan, vous n'avez presque pas de sol à la limite de l'eau, et au fond vous devez vous en foutre. Mais pas loin de chez vous, il y a des populations qui habitent sur des îles presque plates. Et puis, il suffit que l'océan augmente d'1 mètre de niveau à peu près pour qu'au Bangladesh, 160 millions d'habitants, altitude supérieure à 5 mètres, 100 millions d'habitants qui vivent à 3 mètres de hauteur près de l'eau, qu'on voit se multiplier les réfugiés climatiques, les fuyards. Le tout petit Tuvalu. J'aime bien le Tuvalu parce que c'est un joli nom et parce qu'il va être symbolique. Et le premier État au monde, il n'est pas grand, il est dans l'océan Pacifique, à quelques 6 km d'ici. 12 000 habitants, je crois bien. C'est le premier État au monde qui a commencé à charger son gouvernement et ses diplomates de faire le pèlerinage de tous les gouvernements de la planète en disant si l'eau des océans envahit le Tuvalu, si nous disparaissons, où est-ce qu'on va? Jusqu'à présent, personne n'a répondu. Seule la Nouvelle-Zélande, plus poli que les autres en ce qu'elle ouvre au moins la porte, a répondu qu'ils auront le statut de réfugiés politiques. Ce qui n'a pas paru très convaincant au gouvernement du Tuvalu. Pour votre information. Mais voilà où nous en sommes. Bien entendu, aux Pays-Bas, une vingtaine de millions d'habitants, dont les 2 tiers habitent en dessous du niveau de la mer.
Au Pakistan, on se pose d'autres questions. Et il est probable que le tiers des États insulaires du Pacifique est concerné de bien plus près que vous n'êtes-vous, volcan paumé dans l'océan Indien. Voilà ce que c'est que l'effet de serre. Et donc, l'ONU appelle à la création de ce GIEC, qui solennellement sort ses rapports. Chacun des rapports fait l'objet de débats frénétiques. Les premiers ont provoqué des controverses, une fois plus violentes, presque insultantes, et plus véhémentes que celles que vous observez en politique. Nous sommes, nous, un peu des amateurs et des guignols, de type horreur en vie. Bon. Le combat des eurosceptiques avec les défenseurs des effets de serre, c'est autre chose. Il s'agit de la vie de la planète, il s'agit aussi de leur honneur scientifique, enfin ils y allaient à fond. Bref, on se battait beaucoup. Mais, ça fait 20 ans, la conviction se répand, la cause scientifique de l'euroscepticisme semble disparaître, la conviction passe, et les gouvernements commencent à se considérer comme concernés et comme obligés de faire quelque chose. Et d'ailleurs, en matière d'écologie, de relation entre l'espèce humaine et la nature, l'effet de serre n'est toujours pas le seul problème. Et vous vous souvenez probablement, pardonnez-moi, je crois que les agriculteurs qui ont besoin de délégation. Une institution mystérieuse qui s'appelle le Club de Rome, qui a fait parler, c'est rarissime dans le monde, on ne connaît plus ça, de ne parler que quand elle a quelque chose à dire. Ce qui veut dire 3 fois par siècle, c'est extraordinaire. La première fois, ce fut en 1972, avec une bombe, un rapport qui s'appelait Halte à la croissance. Je ne fais ici qu'une seule évocation, mais je rappelle que c'est là qu'on rappelle que du côté de la pollution physique et chimique, de la rareté des ressources, des empoisonnements variés, aussi, l'homme en fait trop par rapport à la capacité d'absorption de la nature et que nous sommes sous menace. Cette seule menace-là avait conduit les gouvernements à accepter gentiment la pression de leurs ONG et à organiser pour 1992, je me souviens, à Rio de Janeiro, une conférence mondiale appelée le Sommet de la Terre. Cette conférence mondiale du Sommet de la Terre n'avait alors à son ordre du jour que la pollution physique, chimique et la rareté de ressources. Alors tout ce que je viens de vous raconter, l'effet de serre commence à se cumuler, se faire savoir à ce moment-là. À ce moment-là, la France va fêter le 200e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Et une fois de plus, c'est pour sourire. Les gens sont trop forts en margie. J'ai un conflit avec mon président. Et ce conflit était de méthode. Il voulait organiser le 200e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme sous une forme purement historique, commémorative et franco-française. Je trouvais que c'était pas bien. Inviter tous les chefs d'État de la planète à venir nous observer et surtout gratifier notre histoire. C'était une bonne occasion de suggérer la création de droits nouveaux. Et j'ai suggéré qu'on y aille du droit de la personne humaine à un environnement salubre. Et curieusement, le président de la République a dit oui. Ça nous a permis, on a fait des coups ensemble. J'ai eu le soutien chaleureux immédiat d'un vieux copain à moi qui s'appelle Philippe González, d'un très grand monsieur qui s'appelait Edmund Cole, d'un autre grand monsieur qui s'appelait Cardoso au Brésil, enfin bref, nous y arrivons. Et nous produisons quelque chose qui s'appelle l'appel de La Haye, vous avez oublié tout ça, mais si vous voulez refaire la trace administrative et internationale de ce cheminement, il faudra retrouver. L'appel de La Haye, c'est signé à La Haye parce que je tenais absolument à ce que les Australiens et les Néo-Zélandais soient là. On était toujours sous le contentieux du Warrior. Bref, 24 grandes nations, à travers leur chef d'État ou leur Premier ministre, présents, 24. Tous les grands, sauf les Russes, les Américains et les Chinois, bien sûr, font un appel à toutes les autres pour dire
il faut absolument doter l'ONU, l'Organisation du Monde, de pouvoirs contraignants capables de permettre qu'on engage la lutte contre l'effet de serre. Voilà ce qu'il y a dans la PE de l'air. Résultat, en urgence, on ajoute à l'ordre du jour de la conférence de Rio de Janeiro, le sommet de la Terre, l'effet de serre et le climat, qui n'était pas prévu pour. C'est ainsi que se sont négociés là diverses réformes, et notamment une convention. Il y a ici des gens sérieux qui prennent des notes et qui vont reproduire et écrire. La CCNUCC, Convention cadre des Nations Unies contre le changement climatique. Cette Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique décide que tout ça est gravissime et extrêmement dangereux, que le monde va se mettre au travail tous les ans. Tous les ans. Tous les ans. Ça s'appelle la conférence des parties à la Convention cadre. En anglais, Conference of Parties, COP. Et celle de Paris va être la 21e. On vient de s'en taper 20. Une a eu un demi-succès, celle de Kyoto, qui était la numéro 3, qui a engagé un pari, où je dirais quelques mots. Toutes les autres ont radicalement échoué, la pire ayant été celle de Copenhague, qui était la COP 15. Et le président Hollande, je le disais tout à l'heure dans ma blague de commencement, a eu le courage d'essayer de sauver le monde de la difficulté où il se met lui-même par maladresse, et de échouer à la France, l'honneur de sauver l'Amérique. On va essayer, on va faire ce qu'on va pouvoir. Mais mes amis, vous n'avez pas fini de discuter. Je n'ai pas fini mon propos. Vous allez voir. Je ne résume pas ces longues séances, les 20 réunions de la COP. Je dirais simplement que la dernière, celle de Paris, est vraiment celle de la dernière chance, puisque rien n'a bougé jusqu'ici. Le seul mot nécessaire, c'est le demi-succès de la COP de Kyoto. Ça devait être 2001 ou 2002, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'était la 3e. Qui disait, il y avait une bataille. Les meilleurs spécialistes disent, tout ça est tellement grave qu'il nous faut une mesure extrêmement forte et qu'il faut taxer, punir par une taxe, les émetteurs de gaz carbonique pour les dissuader d'en produire et pour les inciter à faire autrement. Les Américains, qui ont en commun dans leur peuple une horreur de l'État, une horreur du gouvernement et une horreur de l'impôt, ils sont aux limites de la civilisation par rapport au reste du monde là-dessus. Il faut le savoir quand même, parce qu'on ne peut pas travailler avec eux dans ces conditions-là. Toujours est-il que ça leur a fait si peur, qu'ils ont suggéré autre chose. On devrait contingenter le permis de cracher des gaz carboniques, d'émettre du gaz carbonique. Et donc un peu punir. Donc le définir dans des volumes limités et créer un marché de l'achat et de la vente des permissions d'émettre du gaz carbonique. Je n'entre pas dans le détail, ils avaient eu la chance de réussir chez eux, beaucoup plus petits, sur leur seul territoire, une opération de ce genre, avec ces techniques-là, à propos de produits médicinaux, pharmaceutiques, qui sentaient l'odeur de mauvaise digestion. C'était épouvantable. Ils sont arrêtés. Mais il s'agissait du monde entier, il s'agissait de quantités 50 ou 100 fois les précédentes. Bref, ils n'en ont pas voulu. On s'est donc mis d'accord à Kyoto sur la suggestion que chacun dans le monde, et si possible les gros ensembles, se dote d'un marché des émissions de carbone, avec possibilité d'en vendre ou d'en acheter. Vous avez fini votre contingent, vous en rachetez un peu. Si vous le reste, vendez-le. Comme l'idée était américaine, l'Europe, qui n'avait pas pu faire son accord, l'Europe s'était disputée entre la taxe et l'émission, et était arrivée sans vision commune. L'Europe, je le répète assez, c'est un ratage, elle est morte, c'est tragique, mais c'est comme ça, c'est un autre sujet. Toujours est-il que rien ne se passe, et que donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous étiez en panne d'écoute. Et donc, les Européens, mais aussi le reste du monde, se disent
puisqu'on n'a pas de bonne solution convaincante, prenons au moins la solution américaine. Puisqu'ils l'ont proposée, ils vont probablement la ratifier et la mettre en œuvre. Mon deuil, comme on dit vulgairement. Nous prenons la solution américaine, en fait de quoi la délégation américaine quitte le Congrès et va annoncer, quitte la conférence et va annoncer au Congrès qu'en aucun cas il acceptera de ratifier le protocole de Kyoto. Si bien que sur cette suggestion, qu'enfin, pour commencer à mettre de l'ordre dans l'affaire, le carbone est un prix, il soit coûteux, il soit vous valent une pénalisation du prix de l'émettre. Personne n'a rien fait. Les États-Unis ont abandonné. La Chine avait contribué à l'échec aussi. Personne ne dit rien. Finalement, il n'y a que l'Union européenne, bon élève de la classe, toujours un peu naïf, et pas très affûté dans les subtilités financières ou même climatiques qui permettent de s'en sortir. L'Europe, bon élève de la classe, met en place un système de quotas. Vos sucreries doivent être dans les... Ici, à la Réunion, je parierais que vous n'avez pas plus de 2 ou 3 établissements, c'est pas je le pense, qui sont sous les quotas, je suis prévu. Et donc, ça concerne peu de monde. Pour le reste, peu de résultats. Et puis on s'aperçoit d'abord que ce trafic est éminemment fraudable. Et les trafics de contingents de gaz carbonique sont infiniment plus fraudés que la TVA. Deuxièmement, que les appréciations sont mensongères. Et troisièmement, qu'on y va pour spéculer énormément. La dernière fois que j'ai eu à m'occuper de ce problème, c'était 2007 au printemps. Il y avait sur le marché du gaz carbonique des offres de quotas, de quantité, pour 120 fois le volume de gaz dont on voulait se débarrasser pendant la période. C'était devenu un bijou sacré de spéculation merveilleuse. Et donc ça ne marche pas. Voilà où nous en sommes. Quand on convoque la convertir. Voilà, mesdames et messieurs. Pour le moment, je ne m'arrête pas tout à fait là, parce qu'il faut quand même passer à ce qu'on fait en France. Mais cette situation déprimante est hyper dangereuse. Le GIEC considère maintenant qu'il est immanquable que nous prenions au moins 80 cm d'augmentation de l'eau des océans d'ici la fin du siècle et au moins 2 degrés à 2,5 degrés de moyenne degrés centigrades de température sur l'ensemble de la planète. Les dégâts que ça fait sont tout à fait considérables. Les désertifications, le réchauffement du pergélisol, du sol gelé de tous les pôles, peut-être plus encore de dégâts dans la biodiversité, enfin, etc. Mais tout le monde a peur. Le GIEC est de plus en plus respecté dans ses conclusions. Messieurs les géologues admettent quand même qu'il est né une nouvelle science qui s'appelle la climatologie, dans laquelle tous les grands scientifiques ne sont pas nécessairement des jeunes barbus illettrés sans diplôme. La bataille se calme et devient plus certaine. Et c'est dans cette situation que j'adore mon pays quand il joue comme ça. On veut sauver le monde, rien de moins. Déjà Bonaparte, enfin, c'est la France et c'est pourquoi nous l'aimons. Mais c'est vrai, nous avons une tradition de nous occuper de l'universel plus que d'autres nations ne le font. Mais quel risque? Nous savons que nous ne pouvons pas obtenir de stagnation de la demande énergétique totale. Nous savons que la croissance va repartir, la croissance de la production de gaz à effet de serre. Un petit détail que j'ai oublié, c'est que le gaz carbonique n'est pas le seul. Si c'est le plus volumineux dans l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau qui est le gaz à effet de serre le plus énorme, 50% de l'atmosphère, mais presque inerte, très peu de vapeur. Et puis, derrière le petit méthane, chez les agriculteurs, qui est 7 fois plus agressivement bloqueur de rayons de chaleur, 7 fois plus agressivement
créateur d'un renforcement de la chaleur par l'effet de serre, que ne l'est le CO2. Attention aux digestions de vos vaches. C'est la moitié du problème du méthane. L'autre moitié étant le dégel des sols polaires, où on ne sait pas pourquoi des milliards de tonnes de méthane sont stockées. C'est-à-dire que quand le réchauffement climatique s'aggrave, il est auto-entretenu, vicieusement et gravement. Et le méthane, on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Toujours est-il que la peur se met, beaucoup d'États deviennent loyaux. J'ai eu très peur longtemps que la COP21 soit un échec de la taille de Copenhague. Et qu'après le Danemark, la France est honte aussi. Je ne le crois plus vraiment. Mais ça dépend de nous tous. Ce qui est acquis, c'est que le vrai pouvoir sur la planète, les politiques l'ont perdu. Il est maintenant sur les choses sérieuses entre les mains du consortium bancaire. L'hydre mondial, disait François Morin, qui maîtrise les grandes décisions, ne permettrait pas qu'on touche à son pouvoir. Il est aussi entre les mains des directeurs d'antenne du journal de 20 heures, car quand la télévision est hostile à une réforme qu'on prépare, vous toujours vous aligner et ne pas s'en prendre. Voilà où nous en sommes. Reste que on ne peut pas se laisser aller comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. Et par conséquent, beaucoup d'États, de plus en plus nombreux, se sont mis à la tâche de manière unilatérale chez eux. Prennent des mesures locales pour diminuer la production de gaz à effet de serre et si possible la remplacer par du renouvelable ou de l'hydraulique, ou même avec l'immense bagarre du nucléaire. À propos du nucléaire, je ne dirais qu'un mot. Dans une situation pareille, où la vie de l'humanité est en cause, sous la 5e ou 6e génération après nous. Nous, on aura encore un peu la paix. Il y aura des jours sans nuit, mais ça s'arrête après. Hein. Jouer à la protestation au nom d'une peur, certes vraie, il y a des accidents naturellement, mais un peu mythique, non mesurée, non étalonnée par rapport à la réalité des dangers en quantité qu'elle fait, est une aventure que je ne trouve pas tolérable. Je ne pouvais pas ne pas vous l'avoir dit au passage. Toujours est-il que pour la COP21, pour finir là-dessus, parce qu'il me reste à vous parler un peu de la France, il est maintenant à peu près acquis, premièrement, qu'aucune mesure mondiale contraignante obligatoire ne sera prise. Donc on commence avec le chapitre défaite. Il n'y aura pas de taxe carbone mondiale, c'est une faute, c'est une crime, c'est beaucoup dire, c'est un danger, et c'est une cause militante pour tous ceux qui veulent faire bouger la planète. Il n'y aura probablement pas non plus de marché du carbone avec un prix répertorié et une obligation d'y placer ou y prendre toutes les offres, les permissions d'émettre du gaz carbonique et donc de renforcer le prix du carbone. Donc, pour la première partie de sa tâche, la COP21, désolé de le dire comme ça, pas nécessairement à peu près échoué. Mais, peut-être va-t-elle enregistrer un élargissement de l'accord sur le diagnostic. Enterrer, en la combinant dans la honte et la rigolade, la controverse des climato-sceptiques. La COP peut dire, tout ça est gravissime et parfaitement sérieux. Les mobilisations administratives et politiques de nos États doivent être au service de la lutte contre le changement climatique. C'est parfaitement possible. Si on obtient ce deuxième résultat, s'il ne reste plus que la Russie et l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite ne croit pas au réchauffement climatique. Vous n'avez pas besoin de dessin pour comprendre pourquoi, bien entendu. La Russie non plus, elle refait son retour à la dignité internationale et à la force avec l'argent du pétrole. On peut comprendre. S'il ne reste plus que ces deux-là, on aura fait du bon travail. Or, l'accord sino-américain d'il y a 4-5 mois, vous avez vu ça, ouvre cette espérance. C'est tout de même considérable. Donc pour le point 2, on a quand même des chances d'un pas en avant très significatif. Pour le point 3, la somme des engagements nationaux pris par chacun des États.
On l'a faite après chacune des conférences COP. Elles ont toujours, je vous l'ai dit, été insuffisantes. On n'en faisait pas assez. Maintenant qu'il y a le feu, maintenant qu'aux États-Unis, un gouvernement sceptique doctrinalement est débordé dans l'enthousiasme par ses villes, certaines de ses grandes entreprises, sa propre population, ses ONG, ses gouverneurs, le plus républicain, probablement le plus sarkozyste des gouverneurs républicains, Schwarzenegger, est un enragé maintenant de la lutte contre le gaz carbonique en Californie. Le Crédit Agricole s'apprête à financer des projets un peu étonnants. La grande réserve, ce sont les énergies sous-marines. Le drame du moment, c'est que les énergies éoliennes et photovoltaïques, solaires, sont intermittentes. Il n'y a pas du vent tout le temps. Il arrive à ce stupide soleil de se coucher. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut le remplacer par du carbone et du pétrole. Et donc ça ne collait pas. Aujourd'hui, quand on veut produire un certain volume de quantité électrique, une quantité X, et si on veut le faire en renouvelable, il faut construire la capacité de produire 4 fois autant, dont 3 fois pour les permanents, donc les fossiles, pour combler l'intermittence du renouvelable. La réponse est sous les mers, où les différences de température entre la surface et le fond, où les grands courants marins sont absolument permanents. Dans un courant à 7 nœuds, mettez une grande turbine, il y a de quoi probablement rendre la réunion totalement autonome. Je ne sais pas où on va aller. J'espère, je pense, que la COP21 sera un grand succès de la confrontation de ces initiatives, sur lesquelles, Dieu merci, ONG, villes, syndicats, entreprises et communautés, régions, surtout les régions au fond, sont en train de déborder les pouvoirs publics incapables, débordés et écœurancer l'autre. Voilà pour la partie du monde. J'ai été un petit peu long, mais apparemment, j'ai réussi à serrer un peu. Il faut quand même que là-dedans, je vous parle de la France elle-même. Donc encore quelques mots. Je reste fidèle à ma parole, c'est technique, c'est assez ennuyeux, j'ai pas de slide pour distraire le paysage, parce qu'il n'y a pas besoin. Thématique est directe. En France, comment nous avons traité cette transition énergétique? Première remarque, c'est un chantier législatif énorme. Nos parlementaires travaillent comme des brutes. Ils en ont tout le temps. Il y en a dans tous les coins. Surcharge des commissions. Je trompe? Mais non. Il y a un travail qui fut lancé au Conseil des ministres de juin 2014 et qui aboutit à ce que dans les innombrables travaux, nous sommes actuellement en deuxième lecture devant le Sénat pour un projet cadre qui a triplé de volume entre la pensée législative ou législativement de sa naissance et l'état où il est maintenant, par initiative de parlementaires convaincus et courageux. Après tout, c'est une bonne nouvelle. C'est ennuyeux de voir la loi devenir confuse, difficile à lire, pas claire. La loi n'est pas faite pour ça. C'est très bien dit dans la déclaration des droits de l'homme. Mais c'est quand même une norme obligatoire et il y a là un problème. Ce projet de loi sur la transition énergétique a doublé, il a pris 40 à 50 pages de plus aujourd'hui maintenant, et il est en procédure d'urgence. On a nos chances qu'il soit voté avant la COP 21. Alors, de quoi s'agit-il là-dedans? Deuxième point. D'abord, la France va s'engager, je viens d'y faire allusion dans les chances de succès de la COP 21, sur des objectifs normatifs, des objectifs administratifs, obligatoires, dans le temps. Et ceux-ci sont que la baisse de la production de gaz à effet de serre devrait être de 40% jusqu'à 2030. Vous êtes qu'à moitié même bien placé, vous regardez ça, parce que ça concerne tout le monde, chacun dans son coin. Même engagement, baisse de la consommation d'énergie, quelle qu'elle soit. Mais puisque
il n'y a pas d'énergie sans du fossile dedans. La consommation d'énergie, quelle qu'elle soit, pour tout ce qu'on produit en produit ou en service, est une bonne manière de faire. De 50% d'ici 2050. Très ambitieux, enfin très ambitieux, peut-être difficilement tenable, et vraisemblablement producteur de quelques bonnes batailles politiques et électorales que vous verrez à l'occasion des prochaines élections. Parce que le détail de tout ça va se monnayer dans les urnes. Les Français, dans un groupe particulier, Bourlan Mullen, que je salue et que j'enregistre tout simplement, qui ne nous arrange pas particulièrement. Développement des énergies renouvelables. L'objectif est que 32% de toute la production énergétique française, la vôtre compris, soit en renouvelable en 2030. À La Réunion tout seul, vous êtes au-dessous de la moitié de cet objectif. Un instrument préférentiel doit être l'outil pour aller dans ce sens. À cet instrument, j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, il faut y revenir, ce serait le prix du carbone, justement. Et un des succès possibles, pas sûr, grand Dieu, je suis encore un peu, mais un des succès possibles de la COP21 serait un accord mondial sur le prix du carbone. Il y a beaucoup d'étapes. Déjà l'accord sur le principe. Ensuite l'accord sur son niveau, son prix. Ensuite l'accord sur les modalités obligatoires de procédure par lesquelles on le met en place. Ce sont 3 niveaux d'accord différents. Mais si nous progressions vers l'idée que le carbone a un prix, et qu'il faut payer ce prix avant de se mettre à le diffuser, il y aurait là un succès relativement important. Et puis il y a le problème du développement des renouvelables. Sur les renouvelables, les difficultés, c'est qu'on a découvert en matière de solaire qu'il est quand même beaucoup plus cher qu'on croyait. Les soins d'intermittence, c'est très difficile à dominer. Mais on a découvert aussi que les éoliennes, personne n'en veut. L'affront au silence et au paysage est plus grave qu'on croyait. Pourtant, ça marche pas mal, mais il y a un rejet populaire des éoliennes. Donc nous enregistrons là une défaite sur les grands champs de progression dans ce sens. Or, nous n'avons pas fini d'avoir besoin de croissance, je vous l'ai assez dit, et donc il va falloir jouer en offshore, beaucoup. Troisième sujet de la France, à propos de l'effet de serre et de la COP, l'économie d'énergie. Nous gaspillons énormément, follement. Le fait de mettre de la laine de verre dans toutes nos charpentes pour les rendre étanches et empêcher que nos appareils de chauffage ne chauffent l'atmosphère. Bon, ça commence pas chez vous, ça. Mais du côté du Nord-Pas-de-Calais, il y a de quoi faire. Hein. Le fait que nous oublions tous nos vitrages pour que nos instruments de chauffage ne chauffent pas l'atmosphère, mais seulement l'interne des maisons. Il y a de quoi, en rééquipant les 14 millions de bâtiments dans lesquels les Français vivent, 14 millions de bâtiments, la plupart collectifs, mais quand même, il y a de quoi économiser de l'ordre de 20 à 30% de toute l'énergie qu'on consomme, tellement nous gaspillons stupidement. Il faudrait ici appliquer aussi un raisonnement sur les transports. Vous avez récemment à La Réunion abandonné un projet tram pour un projet routier, ça vous regarde. Je n'exclus pas que fiscalement, fiscalité locale, vous ayez raison. C'est l'énergie qui va gagner, bien sûr. C'est pas sûr. Mais rendez-vous compte que du point de vue de la dignité civique écologique, La Réunion a fait un petit pas en arrière. Il faudra chercher, chers amis, chers concitoyens, quelques compensations quand même. Vous le devriez bien. Quatrième rubrique, l'hydroélectricité. Là, la France a été sage et responsable, et nous avons saturé le système. Alors, je ne sais pas, en France métropolitaine, c'est à peu près. Donc, l'amélioration de ce qui reste sur le plan de l'hydroélectricité se limite simplement
à l'amélioration des techniques du marché, assouplissant juridiquement le marché à la vente et à l'achat. Cinquième problème de la loi sur la transition énergétique, je ne vous en fais pas le détail, une technicité épouvantable, mais l'amélioration, le renforcement de la sécurité nucléaire. Il y en a assez que la France s'amuse avec le terme nucléaire dans une irresponsabilité totale. Les risques, ça se maîtrise. Il faut y mettre le prix. Et il n'est pas tout à fait certain qu'on l'ait vraiment mis. Donc il y a quelque chose là-dessus dans la loi sur la transition énergétique. Et enfin, bien sûr, il y aura programmation pluriannuelle de l'énergie. L'instrument de travail du gouvernement français, défini par la loi, va se trouver un décret annuel répétitif qui fixe les quantités espérées admises et sous contrôle en matière de production énergétique. Alors j'annonce la couleur. Si le calme a régné à peu près au Parlement, si nous n'entrons pas à droite gauche à propos d'autre chose, dans une bagarre de sommet sur la surenchère des chiffres, alors c'est possible, tout le monde n'est pas déraisonnable. Je suis témoin, ça. Si ces conditions sont atteintes, on va peut-être pouvoir avoir une réflexion, une investigation administrative intelligente, paisible, prenant du temps pour arriver à ce résultat. Mais le contingentement, chaque année, des volumes de pétrole, de gaz et de charbon, ça va être quand même l'objet de quelque chose qui confine à la guerre civile. Nous avons politiquement en France des occasions de bataille annuelles terribles. Il faut rester sûr de soi, rester conscient et civiquement informé. On n'est pas parti pour des choses faciles, mes amis. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Enfin, reste l'œil européen là-dessus, mais la Grande-Bretagne a tellement fait que l'Europe ne peut plus rien nulle part. À mon avis, elle est morte et elle ne pèsera guère. Sauf qu'elle est l'espace pertinent pour jouer mondial. Et nous avons besoin de jouer mondial par rapport aux Russes, aux Chinois et aux Américains. Et il n'y a qu'au niveau de l'Europe qu'on peut le faire. Alors tout ça est tellement lourd qu'il y a un appel à reconstitution européenne. Tous ces militantismes sont imbriqués. Il ne s'agit pas d'un combat local. Il s'agit d'un multi-combat terrible. Voilà, mesdames, messieurs, je m'arrête là, il n'y a pas de conclusion. La seule conclusion serait régulièrement, c'est pas de la tarte, vous l'avez compris. On a besoin du civisme de tout le monde. Le politicien que je suis peut vous dire, s'il n'y a que les élus pour s'occuper de ça, nous n'arriverons à rien. Les entreprises, les communes, les citoyens, les ONG sont les instruments du pouvoir en cours d'émergence. Merci de votre passionnante attention.